Je pars de l'hypothèse que dans un monde qui est plus que jamais instable, qui devient plus que jamais instable, dans un monde où la gouvernance mondiale est en panne, les pays en voie de développement ne peuvent compter que sur eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas, jusqu'à maintenant, les pays en voie de développement, je parle surtout des pays africains, que je connais mieux, ils ont beaucoup compté sur la mondialisation pour aller de l'avant. Je vais le montrer tout à l'heure, comment ils ont compté sur cette mondialisation, ils ont compté sur l'aide publique au développement, ils ont compté sur les chaînes de valeur mondiale, et j'en passe. Tous ces éléments-là sont en panne parce que les pays, les puissances, ils ont décidé de ne pas coopérer, de ne pas produire le bien commun, de ne pas produire, c'est-à-dire de ne pas produire de vaccins qui va être distribué à la planète entière. Ils ont de ne pas produire la certitude, je ne dis pas l'incertitude, la certitude nécessaire pour qu'il puisse y avoir une coopération mondiale autour des enjeux mondiaux, à l'instar du changement climatique. Personne ne veut coopérer, et donc l'Afrique ne peut pas continuer à attendre que le salut vient de la coopération internationale. Je ne dis pas que nous vivons la fin de la coopération internationale, je dis que l'Afrique, entre autres, entre la coopération internationale, il faut qu'il active d'autres leviers pour pouvoir aller de l'avant, et c'est là où j'aimerais sur l'importance de la coopération sud-sud. Et donc, rapidement, la mondialisation est en crise, je l'ai dit. Et la mondialisation est en crise, il y en a qui disent que, mais il ne faut pas avoir peur quand on dit que la mondialisation est en crise, quand on parle de la démondialisation. Parce qu'il y a deux façons d'interpréter la crise de la mondialisation. La première façon, c'est de dire que la crise de la démondialisation veut dire qu'il y a une restauration de l'État. On réintroduit l'ordre politique dans la mondialisation pour produire de biens communs. Et donc réintroduire l'ordre politique, c'est-à-dire réintroduire tout ce qui est social, tout ce qui est environnemental, pour corriger le tir et repartir de plus belle. C'est ça la première interprétation de la démondialisation, pour laquelle je plaide, en quelque sorte. La deuxième interprétation, c'est la démondialisation qui dit que cette mondialisation ne nous a rien apporté, ou cette mondialisation en tant, par exemple, que puissance classique, je parle des pays, des anciennes puissances industrielles, et nous a profité pour un moment donné, quand on était très compétitif, en tant qu'État, en tant qu'entreprise, et ainsi de suite, mais avec l'arrivée, l'éruption de nouvelles puissances, on devient de moins en moins compétitif. Et donc, par ricochet, la mondialisation ne nous est plus profitable. Et donc, il va falloir rejeter complètement cette mondialisation, surtout quand elle vient fragiliser notre démocratie. Parce qu'il faut dire qu'il y a un lien étroit entre la mondialisation telle qu'elle a fonctionné jusqu'à maintenant et la démocratie occidentale. Il fallait faire de la croissance économique pour renforcer les institutions et pour que la démocratie continue à être fonctionnelle. À partir du moment où, à partir surtout des années 80, où le capitalisme, comme le dit Yves Gomez dans son dernier livre, L'esprit malin du capitalisme, à partir du moment où le capitalisme est devenu spéculatif et il a cessé d'être accumulatif, on est entré dans une crise structurelle, et de la démocratie, et de régime économique, et j'en passe. Donc voilà, c'est pour dire que donc, la gouvernance mondiale est instable, et c'est pour ça, pour nous, il est important que les pays africains comptent sur eux-mêmes. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas une stabilisation internationale par le biais de la mondialisation, étant donné que la plupart des pays africains, parce que ça c'est important aussi à observer, les pays africains, depuis les années 2010, ils sont entrés dans une nouvelle perspective. C'est une perspective qui était caractérisée d'abord par l'arrivée de nouvelles puissances et l'éruption de ces nouvelles puissances en Afrique. Donc nous avons assisté, à partir des années 2010, voire même avant, à une espèce de diversification de partenaires au développement de l'Afrique. Cette diversification des partenaires au développement de l'Afrique était synonyme de diversification des sources d'inspiration et de diversification des sources de financement. Pourquoi les sources d'inspiration? Parce qu'on voit quand même que je me suis rendu à plusieurs reprises en Chine et chaque fois je me suis permis de poser une question curieuse aux autorités chinoises en leur disant: est-ce que vous avez réussi à faire émerger un modèle de développement qui peut inspirer les pays africains? Chaque fois, ils m'ont répondu par la négative. Non, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de modèle de développement. On n'a fait que tirer profit de la mondialisation, tout en ne respectant pas les règles de jeu de la mondialisation. Et Dani Rodrigue, il nous le dit d'ailleurs. Il nous dit: ce sont les pays qui n'ont pas respecté les règles de jeu de la mondialisation qui sont devenus des mondialisateurs. Alors que les pays qui ont respecté scrupuleusement les règles de jeu de la mondialisation, ils sont restés des pays en voie de développement. Toujours en voie de développement. Et donc,
Mais là, on voit que la Chine, si vous avez remarqué, il y a un changement dans la, comment dire, il y a un changement dans la communication, il y a un changement dans la rhétorique de la part des autorités chinoises à partir du moment où ils finissent par reconnaître qu'il y a bel et bien un modèle de développement chinois. C'est-à-dire, nous, en tant que chercheurs, il nous appartient, en tant qu'économistes peut-être, il nous appartient de faire de l'analyse inductive. C'est quoi l'analyse inductive? C'est-à-dire, nous devons partir de l'observation des réalités de terrain, savoir comment certains pays ont réussi à tirer profit de la mondialisation. Comment certains pays, quelles sont les règles institutionnelles, les modalités d'insertion, les politiques sectorielles que la Chine a mises en place pour pouvoir arriver là où il en est arrivé. Parce qu'en tout cas, la Chine va bientôt devenir la première puissance économique mondiale, étant donné sa supériorité technologique et étant donné aussi l'importance qu'il accorde à l'efficience par rapport à son modèle de développement. Donc, mais le problème, ce qui se passe actuellement pour l'Afrique, et qui l'interpelle d'ailleurs, et qui explique l'importance de privilégier aussi en matière de réflexion théorique. La réflexion sur la coopération sud-sud, c'est que nous assistons à une exacerbation de la concurrence en Afrique. Cette concurrence en Afrique était salutaire à un moment donné. Parce que derrière, il y avait diversification de sources de financement, de sources d'inspiration, et j'en passe. Mais là, on assiste, à cause des crises géopolitiques, le conflit Ukraine-Russie, ainsi de suite, il y a une exacerbation de la concurrence en Afrique. C'est-à-dire, tout se passe comme si on voulait imposer à l'Afrique de faire des choix. Soit l'aristocratie, soit la démocratie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas continuer à diversifier vos partenaires pour aller de l'avant, pour vous développer et tirer profit des chaînes de valeur. Comme ce qui se passe. Je ne dis pas que ce qui se passe, mais j'ai l'impression que bientôt, on va imposer aux pays africains de faire des choix. Dans ce contexte d'instabilité de la coopération internationale, d'affaiblissement de l'aide publique au développement. Parce que, comme je viens de le dire, les pays développés, ils ont des problèmes pour financer leur économie. Ils ont des problèmes pour faire la transition énergétique et ainsi de suite. Donc il ne faut pas que l'Afrique continue à attendre cette aide publique au développement ou bien cette aide publique développementiste. C'est-à-dire tout ce qui est levier développementiste doivent émerger de l'Afrique. Et c'est là ce qui me permet de faire la transition vers la coopération sud-sud. Nous avons écrit un ouvrage récemment dans lequel nous parlons de le rôle du Maroc dans la coopération afro-africaine. Dans cet ouvrage, on part du principe que les pays africains doivent coopérer entre eux. Parce que quand on voit le retour des conditionnalités des institutions internationales, ça ne peut pas permettre aux pays africains d'aller de l'avant. Ce qui intéresse le FMI, c'est de faire en sorte qu'un pays africain soit redevable, soit solvable, soit capable de rembourser sa dette. C'est-à-dire que le FMI, je ne critique pas le FMI, mais je dis que je suis en train de parler de modèle logique de réflexion du FMI. Le FMI, il faut qu'il fasse en sorte qu'un pays qui a contracté une dette soit capable de la rembourser. Et donc, le FMI ne fait pas de développement. Le FMI, il fait la stabilisation macroéconomique qui va permettre à un pays de rembourser en quelque sorte. Donc, le développement, il faut qu'on le fasse par nous-mêmes. Le problème, donc, via la coopération sud-sud. Et le Maroc, pendant les 20 dernières années, on peut y revenir plus tard, il a investi dans le renforcement de la coopération sud-sud. Comment a-t-il procédé, le Maroc? D'abord, il a accumulé une expérience, ou bien des expériences au niveau national. C'est-à-dire la coopération sud-sud part d'abord d'une accumulation d'expériences. Ce sont des expériences sectorielles. Le Maroc a essayé de mettre en place plusieurs politiques publiques dans des domaines variés. Et chaque fois qu'il a accumulé de l'expérience dans un domaine donné, il a essayé de la mettre à la disposition d'un autre pays. C'est-à-dire, là, il y a une révolution par rapport à la manière dont nous concevons les politiques publiques. C'est-à-dire, auparavant, un pays africain, pour qu'il puisse mettre en place une politique publique, il avait besoin d'une espèce d'expertise externe. Maintenant, les pays africains ils peuvent échanger entre eux. Le fait que les pays africains échangent entre eux, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont accumulé en termes d'expérience multisectorielle, ça permet une économie de coûts en termes de conception de politique publique. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on voit que grâce aux investissements marocains en Afrique, il y a une prise de conscience quant à l'importance d'investir dans tout ce qui est stratégique. Donc, je parlais tout à l'heure de biens collectifs. Tout ce qui est bien collectif. C'est-à-dire, moi, le Nigeria, je produis le gaz, le Maroc, il produit le phosphate, les dérivés des deux produits, ça nous donne le potassium, ça nous donne l'ammoniac. Si on fait des blending,
On peut produire des engrais et après on peut les adapter aux réalités de ce sol. Ça c'est nouveau en Afrique, ça c'est de jamais vu. Même par rapport à la coopération internationale, on n'a jamais vu de telle configuration. C'est-à-dire nous assistons à quelque chose de fondamental, les pays africains qui essayent de mettre en complémentarité les ressources. Et donc finalement, quand on observe, nous avons fait beaucoup d'études, nous avons fait beaucoup d'enquêtes, nous avons visité une quinzaine de pays africains pour en arriver à ces conclusions. Donc finalement, le modèle de coopération sud-sud pour lequel plaide le Maroc, il contient trois leviers, ou trois principes, j'ai envie de dire. Le premier, la nécessité pour l'Afrique de convertir la croissance économique au développement humain. Et on voit qu'il y a énormément d'échanges d'expériences par rapport à tout ce qui est développement humain, parce qu'il n'y a rien de tel que le développement humain, ce que Amartya Sen appelle le renforcement des capacités. On voit que la plupart des fragilités dont souffrent les pays de Sahel, il vient de ce manque de capacités. Ils sont de portée climatique, sociale et ainsi de suite. Donc quand deux pays africains essayent d'échanger leur expérience dans ce domaine d'amélioration des capacités, ça c'est fondamental. Deuxième élément, c'est la mise en complémentarité des ressources. C'est-à-dire on essaie de créer des chaînes de valeur. Au lieu de continuer à s'agripper désespérément aux chaînes de valeur qui sont en train de se rétrécir, ils sont en nombre de 3, la chaîne de valeur asiatique, la chaîne de valeur européenne, la chaîne de valeur américaine. Mais il y a une démondialisation par rapport à ces 3 chaînes de valeur. C'est-à-dire chaque région essaye de se recentrer sur elle-même en quelque sorte. Et donc il se pourrait que l'Afrique en fasse les frais. Il y a certains pays africains, comme le Maroc, qui continuent quand même à jouer un rôle très important en s'insérant dans ces chaînes de valeur, mais quand même, il faut faire attention. Donc, deuxième élément, c'est-à-dire exploiter les complémentarités en faisant émerger des chaînes de valeur africaines. Troisième élément, c'est-à-dire faire en sorte que l'Afrique devienne mondialisatrice, et pas seulement mondialisée, pour reprendre la terminologie du défunt Philippe Hugon. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, l'Afrique a été mondialisée. Il a été mondialisé à partir du moment où il a subi les règles de jeu de la mondialisation. Mais il faut faire en sorte que l'Afrique devienne mondialisatrice. Dans un monde marqué par la crise structurelle de la gouvernance mondiale, on peut entrevoir une opportunité pour l'Afrique de devenir mondialisatrice. Et je vous remercie.